quoi le déclic? Je dis, comment tu as fait pour atteindre ton premier million? Et j'ai vu que tu t'es lancé dans l'automobile, dans les plantations, dans le bâtiment, dans l'événementiel, dans le consulting, tellement de choses. Exactement, ouais. Comment tu fais? Il y avait une sorte de voitures sympas, des Ferrari, des Lamborghini, avec mon collègue aussi qui est là, etc. Comment est-ce possible à 31 ans de parler de Ferrari, de Lamborghini, au pluriel, même pas une? Bonjour, Diambo. Aujourd'hui, je vous amène à Karen, une banlieue chic de Nairobi. Nous allons à la rencontre de Terence, notre Elon Musk africain. Il a levé des millions d'euros en France. Il est pluridisciplinaire parce qu'il a investi dans les VTC, l'agriculture, le bâtiment, l'événementiel, le consulting et sûrement dans d'autres domaines parce que c'est quelqu'un d'assez discret qui n'aime pas trop parler de lui. On va essayer de lui tirer les verres du nez parce qu'il a beaucoup de choses à nous apprendre. À 31 ans seulement, il a un CV aussi long qu'un bras. Donc, je pense que on gagnera beaucoup à discuter avec lui, notamment ceux qui sont dans la tech parce qu'il est beaucoup plus connu dans le domaine de la tech avec son entreprise qui a un partenariat avec Pegasystems. Allons rencontrer Terence, il a beaucoup de choses à nous apprendre. Venez. Bonjour Terence. Bonjour Anaïs. Comment tu vas? Très bien et toi? Je suis heureuse que tu trouves le temps pour moi. Je sais comment tu es occupée. C'est vrai, malgré moi. On me dit souvent que je suis hyper active, mais je crois que j'ai trouvé mon maître. Parce que quand je vois tout ce que tu as comme activité, je me dis, mais comment il fait? Mais si tu commençais par te présenter, qui est Terence? Ok. Bah, moi, c'est Terence, 31 ans, français, d'origine congolaise, de parents congolais, né et grandi en France. Entrepreneur depuis, officieusement, depuis très jeune, depuis l'âge du collège limite, et officiellement depuis ma majorité. C'est quoi ton premier business au collège? Au collège, en fait, j'ai toujours eu cette fibre-là qui, malgré moi, me poussait toujours à vouloir m'en sortir. Je vendais des vêtements à mes camarades de classe. Quand j'étais plus jeune, je réparais les circuits, les appareils électroniques parce que j'ai toujours un attrait pour l'informatique, tout jeune. Donc je touchais un peu à l'informatique, à tout ce qui est informatique, etc. Et je réparais les appareils électroniques. Ah, les voisins. Tu es né en France? Je suis né en France. Ouais. Parents Congo, Kinshasa. C'est ça, mes parents sont arrivés très jeunes, 18-19 ans en France. Ils se sont rencontrés en France. Ah d'accord. Et du coup, la suite a fait que voilà. Et tu as combien de frères, de sœurs? Alors j'ai 2 petits frères, qui sont jumeaux. Ah. Et j'ai 2 sœurs. Des grandes ou des petites? J'ai une petite sœur avec qui j'ai 3 ans de différence. Et la dernière. Ah, donc tu es l'aîné de la famille. Je suis l'aîné, exactement. Un bon modèle, hein. Ils doivent bien être admiratifs de leurs frères. On peut dire ça. Mais sinon, ton background à l'école, à l'université, tu as fait quoi? Des écoles d'ingénieurs? C'est quoi ton parcours scolaire? C'est ça, mon père m'a toujours mis dans des écoles privées. Oui. Dès le bas âge. J'ai fait des écoles catholiques. Ah, catholique, ok. Donc j'ai fait la primaire, collège catholique, lycée catholique. Et ensuite voilà, j'ai fait en gros j'ai fait un bac pro commerce. Ah, pro commerce. Et comment tu te retrouves c'est fou, hein, ça, en informatique? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai toujours eu un attrait depuis tout jeune à l'informatique. J'ai toujours touché à l'informatique depuis tout petit. J'ai toujours codé depuis tout petit. Mais j'ai jamais eu ce réflexe ça de me dire que je pouvais me professionnaliser dans ce secteur-là. Okay. C'était juste un passe-temps, comme un autre pour moi. Voilà, okay. C'était plus de la curiosité qu'autre chose. D'accord. Et du coup, au fil du temps, je me suis laissé aller dans les études. J'étais un vrai cancre à l'école. Non, je peux pas croire ça. J'étais pas the modèle. Voilà, j'étais pas the modèle. J'étais un sacré cancre. Souvent cancre à l'université ou bien encore au lycée? Collège? Primaire, collège, lycée. Et ton talent éclos à quel moment? C'est à la première, en première. Bon, je sais pas c'est quoi l'équivalent ici, au pays anglophone. Mais c'est une année avant le baccalauréat. C'est que j'ai eu le déclic, d'un coup. Ouais. Voilà, il fallait que je me réveille. Il faut que tu me donnes ta recette, j'en ai besoin pour mes fils. Voilà, et du coup, j'ai eu mon bac avec mention. Ah. Et j'ai eu mon bac avec mention. Sauf que je venais d'un bac pro. Donc c'est vrai que c'était pas un bac généraliste. Donc c'était assez dur parfois avec ce genre de bac-là d'accéder à des grosses écoles. Mais j'ai eu de la chance. La chance a fait que j'ai intégré un BTS commerce international. J'étais le seul bac pro qui soit arrivé en BTS commerce international. BTS commerce international que j'ai eu du premier coup. Et ensuite, à la suite de ça, je suis parti à Barcelone faire une licence en achat logistique.
Et là-bas, j'étais en licence, je travaillais en parallèle. Et je me suis rendu compte que c'est une voie que j'ai prise par défaut. Donc je me suis dit, bon, j'ai toujours un attrait pour l'informatique depuis tout jeune. Donc pourquoi pas essayer de me professionnaliser dans cette voie-là. Du coup, je suis retourné en France et j'ai entamé mes études d'informatique. Ok. Que j'ai eu assez haut la main, Wow. d'où le fait que j'étais assez à l'aise dessus. Pour la séquence sur l'informatique, j'aimerais qu'on discute en faisant le tour de sa propriété. Ok, très bien. Ok. Alors, je voulais que tu reviennes encore parce que tu dis que tu as eu ton BTS en commerce. C'est ça. Et c'est quoi le déclic pour te faire repartir à ton premier amour qu'est l'informatique? C'est simplement que je me suis rendu compte que le commerce, c'est une voie que j'ai prise par défaut. Donc forcément, avec le temps, si je serais resté dans cette voie, j'aurais saturé au bout d'un moment parce qu'il n'y aurait pas de passion. Et pas de passion, ça joue beaucoup. Donc je me suis dit, pourquoi pas revenir dans ce qui me plaît. Et raison pour laquelle j'ai décidé de retourner en informatique. Mais est-ce que tu es un bon commercial? Ça, c'est... Mais ça te passionnait pas. Tu es un bon Ça me commercial. passionnait pas plus que ça, mais j'étais un bon commercial. Mais ce qui est bien, c'est que l'expérience commerce m'a permis de bien stimuler l'aspect commerce, l'aspect entrepreneuriat. Et tout ce qui s'ensuit. Hein. Oui, parce que justement, je sais qu'en général, les développeurs, c'est des gars un peu, j'ai pas envie de dire marginaux, mais souvent asociaux, qui sont dans leur bulle, ils ont du mal à socialiser. Donc du coup, je me dis, mais comment bon, c'est vrai qu'il y a quand même des développeurs qui ont fait des entreprises magnifiques, on les connaît tous, mais c'est très difficile souvent pour eux de pouvoir monter des projets d'entreprise dans ton background. Surtout qu'ils n'ont pas l'intérêt à le faire, ils sont très bien dans ce qu'ils font, ils sont souvent passionnés par ce qu'ils font aussi, donc forcément, ils n'ont pas d'intérêt à aller plus loin que ça. Mais c'est vrai que l'aspect commercial m'a beaucoup aidé à pouvoir monter ta boîte. Exactement, ouais. Exactement. Après bon, bien avant ça, j'ai toujours cette fibre-là, mais ça a encore plus accentué ma volonté de. Et c'est quoi ta première boîte? Ma toute première boîte, c'était une boîte de transport que j'avais ouvert avec mon ami Yonis. On faisait de la grande remise, tout simplement. Transport privé de personnes. C'est-à-dire qu'en gros, on avait une flotte de plusieurs véhicules avec des chauffeurs, avec des contrats cadres avec des hôtels, des entreprises, des groupes. Et ils faisaient simplement... Mais pas de particulier? Non, pas de particulier. Uniquement des pros. Ok. Je sais qu'en Afrique, tout le monde parle de VTC. Tout le monde veut se lancer dans le VTC et tout. Est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ça? Parce que certains hésitent entre faire du VTC, faire des locations courte durée dans les appartements meublés, au feeling de... Déjà, je pense qu'il faut être sur place. Oui. C'est une activité qui est physique. Forcément, il y a énormément de logistique, énormément de flux physiques qu'il faut gérer de A à Z. Donc déjà, si on n'est pas sur place, c'est pas la peine. Et après, bon, l'Afrique, ça reste différent. Hein. C'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de bien toucher à ça. Je suis dans le transport, mais c'est vraiment de la location directe. D'accord. Avec des entreprises, etc. J'ai toujours cherché à optimiser les choses. J'aime pas rentrer dans le désordre. Le désordre. Donc du coup, tout est clair, tout est des process clairs et tu sais exactement ce que tu auras en fin de mois. Avec de la récurrence, de la récurrence fixe. Je veux pas du jour le jour. Je veux pas découvrir ce qui se passe chaque jour. Quoi. Je veux un contrat fixe avec des entités qui sont solvables. Et au moins on est tranquille comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis le début. Alors je sais que tu as plusieurs investissements parce que toi tu parles pas beaucoup, tu es discret, mais heureusement qu'Internet existe et qu'on peut en tapant ton nom trouver. On peut trouver. Et j'ai vu que tu t'es lancé dans l'automobile, dans les plantations, dans le bâtiment, dans l'événementiel, dans le consulting, tellement de choses. Exactement, ouais. Comment tu fais? Tu veux commencer par où? Comment tu fais pour pouvoir être dans tellement d'activités qui n'ont pas forcément de connexion? Le secret, c'est la bonne délégation et recruter. C'est une très très grosse responsabilité. Déjà, le recrutement, ça coûte cher. Faut savoir que c'est en moyenne 21% du salaire annuel de la personne. Et en plus de ça, si ça va pas, c'est encore plus de coûts. Et du coup, le bon recrutement, recruter des A-players, donc des personnes qui sont proactives, qui sont autant stimulées que toi dans l'envie de faire réussir le projet, qui sont pas juste là pour attendre leur salaire et c'est ça là, c'est des gens qui aiment autant le projet que toi. En gros, essayer de créer un sentiment d'appartenance chez le collaborateur au projet, donc le faire en sorte qu'ils se sentent vraiment aussi impliqués. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup misé. C'est-à-dire qu'en gros, tous nos salariés, c'est vraiment, il y a toujours la limite professionnelle, mais c'est une famille. Mais après, c'est dans plusieurs pays, c'est ça qui, déjà suivre un seul business. Faut s'associer avec les bonnes personnes. Parce que forcément, je suis pas expert dans tous les domaines. Par exemple, au Congo, j'ai une boîte de gestion de projets industriels avec un de mes associés, Gianni, qui a plus de 10 ans d'années d'expertise dans le domaine et qui gère très très bien, qui est de confiance.
Du coup, tout est bien géré. Dans l'événementiel, j'ai mon ami que tu avais pu voir tout à l'heure aussi, qui est aussi très très bon dans le domaine, dans le relationnel et dans tout ce qui s'ensuit. C'est très très bien géré. Dans le BTP, mon associé, c'est une femme qui gère aussi très bien le truc parce qu'elle a aussi son expérience dans la rénovation, etc. Comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité et comme dans Astra Stellar aussi, où on est 3 associés. Mais derrière, il y a un cadre exécutif qui gère très bien le reste de la population de la boîte. Mais comment on fait justement pour bien s'entourer? Est-ce que c'est que tu as un flair? Est-ce que tu es Gontran Bonheur qui Déjà, il y a la chance. Faut pas se mentir. Il y a la chance, il y a l'aura et l'énergie que tu dégages. Et après, il faut bien recruter tout simplement. Mais c'est ça la clé. Comment on fait? On s'est beaucoup cherché. Hein. Il y a des mauvais recrutements comme des bons recrutements. Jusqu'à aujourd'hui, on est tombé sur des bonnes personnes, mais comme on est tombé sur des catastrophes aussi. Hein. Mais tu passes par des cabinets de recrutement ou c'est toi qui mènes les entretiens et puis tu as un bon feeling? Ok. On essaie de se retrouver dans la personne qui est en face de nous en fait. Et c'est là que on sent si ça peut le faire ou pas. Mais c'est un travail très minutieux. Hein. Bon, je suis pas mentaliste, je suis pas. Ouais, bah ça m'intrigue parce que tu es jeune, tu as 31 ans, tu as un CV impressionnant. Et puis je me demande, c'est quoi ton secret? Ou bien est-ce que tu as eu des échecs? Parce qu'on a l'impression que tout ce que tu touches se transforme en or. Des échecs, j'en ai eu et je remercie même d'avoir eu ces échecs-là. Il y a beaucoup de péripéties qui ont fait que j'ai pris certains chemins qui m'ont ramené ici. Donc ça, c'est des étapes obligatoires. Faut savoir une chose que moi, je ne prends rien pour fatalité. Toute expérience, que ce soit bon ou pas bon, ça c'est. On apprend. C'est mon mindset. Et au contraire, ça me stimule. L'échec me stimule. Et c'est quoi ton plus gros échec? L'un des plus gros échecs, j'avais fait un échec dans l'automobile. J'ai eu un gros échec. J'avais une société qui était spécialisée dans les baptêmes de conduite, mais pour les collaborateurs des entreprises. On avait une flotte de voitures sympas, des Ferrari, des Lamborghini, avec mon collègue aussi qui est là, pareil, etc. Sauf que c'est des voitures qui coûtent cher, qui sont difficiles à entretenir, à gérer. Des assurances qui sont très dures et très restrictives sur ce genre de modèle-là. On a eu des accidents qui ont fait qu'on a perdu des centaines et des centaines de milliers d'euros. Ça a été dur un peu de remonter la pente, mais ça s'est plutôt bien passé. Comment est-ce possible, à 31 ans, de parler de Ferrari, de Lamborghini, au pluriel, même pas une? Comment c'est vrai qu'auparavant, avec les autres activités que j'ai eues, j'avais la trésorerie de côté que j'ai réinjecté dans ce domaine-là. Est-ce que tu viens d'une famille riche? Est-ce que tu es héritier? Première génération. Première génération. Première génération. La maman a pris sa retraite, voilà, grâce on va dire au fiston. Et le papa aussi pareil, il est tranquille. Mais première génération. Je suis vraiment la première génération qui a... Et c'était quoi le déclic? Je dis, comment tu as fait pour atteindre ton premier million? Après, on ne sent pas venir. Hein. On ne sent pas venir. Hein. Au fur et à mesure, tu vois le chiffre d'affaires évoluer. Alors, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Oui. Et aussi, j'ai envie de dire une chose, je préfère être millionnaire en patrimoine que millionnaire avec un million dans le compte en banque. Ouais. Voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir des millions dans un patrimoine qui monte en valeur. Tu peux transformer en liquidité à tout moment, plutôt que d'avoir un million dans le compte en banque qui va subir l'inflation et ne plus rien valoir au bout d'un certain temps s'il y a une péripétie ou un événement majeur qui se passe dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de maturité de ce côté-là, qui confondent beaucoup les choses. Mais si on revient à ton domaine, je crois que, peut-être je me trompe, mais je pense que la tech, c'est ce qui te donne ton plus gros revenu. Ouais. Comment tu as fait pour lever des fonds? Est-ce que tu es passé par des cabinets? Est-ce que tu as monté tout ça tout seul comme un grand? Faut juste avoir du culot. Avoir du culot, de l'audace, de la détermination et faire en sorte d'être convaincant. Après, l'aura qu'on a dégagé et la volonté. Après, ce qu'on a présenté, c'était concret, ça répondait à un besoin, parce que dans la tech, aujourd'hui, on lève des fonds quand on crée de la valeur. Oui. Il y avait une époque où les bullshit projects, tout le monde levait à tout va. Alors aujourd'hui, ils sont devenus très, 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 très durs. Les venture capital, les private equity, les business angels, ils sont devenus très, très, très durs. Donc, il faut vraiment avoir une vraie valeur ajoutée. Et nous, on répondait à un besoin, donc forcément, ça a suivi. Après, ils ont leurs intérêts aussi, et ça a suivi. Et justement, c'est quoi? Tu nous parles un peu plus de ton business dans la tech, le nom de ta boîte, le choix du nom, les services. C'est Astra Stellar. Astra Stellar, c'est le nom est devenu parce que je suis un grand fan de science-fiction depuis tout jeune. Enfin, vraiment, j'ai regardé une dizaine de fois le film Astra Stellar. Hein. Donc pour te dire, voilà. Et Astra, voilà, c'est passionné d'espace, de science-fiction, donc c'est un nom qui vient comme ça. Ok. Tout simplement. Et
Du coup, c'est une boîte qu'on a montée qui consiste à... En fait, on a deux spécialités, la création de logiciels et le consulting, tout simplement. Sauf qu'on est très spécifique dans notre démarche. On est spécialisé dans une technologie de niche qui s'appelle Pegasystem. Pourquoi Pegasystem? Parce j'ai mon associé Nos qui a été consultant Pegasystem chez Capgemini pendant plusieurs années. Et même moi, lors de mon passage chez Capgemini, j'ai fait un petit passage là-bas en tant que consultant. On a fait un constat, c'est que sur cette technologie de niche là, déjà de un, les développeurs n'étaient pas légion, et que parfois la qualité de la prestation, de la technicité, des soft skills n'étaient pas forcément au rendez-vous. Donc ça avait certains impacts, notamment pour les clients, sur la capacité de délivrer, la performance dans les projets, l'efficacité dans les projets, tout ce qui s'ensuit. Et ça remettait beaucoup en question les choses. Et forcément, de perdre d'argent. Et pour répondre à tout ça, on s'est dit, on est dans une technologie de niche, pourquoi pas faire en sorte de stimuler ce marché-là en apportant une solution qui va permettre aux entreprises de faire performer leurs collaborateurs et de maximiser leur performance sur cette technologie-là. C'est une technologie qui a un certain coût, qui est assez restrictif, qui est assez fermé. Donc forcément, les clients peuvent être très dépendants des prestataires. Donc pour pouvoir créer un environnement sain à la fois pour le prestataire, à la fois pour les clients, on a testé Creastraster qui est un écosystème clé en main qui permet en fait de stimuler les collaborateurs et les managers sur les projets Pegasystem en les aidant à performer techniquement. Donc en gros, on a un simulateur de mission client qui en gros simule des cas réels de mission client et les aide à stimuler simplement. En français facile pour ceux qui n'ont pas un background tech ou. En gros, c'est. Si tu prends un cas concret. Un cas concret dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est comme si je suis pilote d'avion et je vais dans un simulateur pour apprendre à piloter un avion. D'accord. Tout simplement. Sauf que là, c'est des missions clients. Et le but, c'est de faire en sorte de créer des automatismes chez le collaborateur, à la fois dans sa façon d'interagir avec ses collaborateurs, dans sa façon de travailler, dans sa façon de coder sur Pega, et de stimuler de sorte à ce qu'il soit le plus efficace possible en fait. Et on a de tout. Dans notre plateforme, on a des QCM d'entraînement, des cours boostés par le motion design et plusieurs typologies d'animation pour vraiment intégrer rapidement les notions essentielles. On a le simulateur, les exercices. On a aussi des formations pour passer les certifications Pegasystem. En fait, c'est vraiment un écosystème complet autour de Pega pour faire en sorte que tu sois le meilleur développeur Pega du monde entier. Okay. C'est limite un gros coach de carrière qui te suit tout au long de ton aventure Pegasystem, quoi. Mais avant de t'associer avec Pegasystem, est-ce que tes clients étaient déjà tous aussi ceux du CAC 40 ou c'est le fait de... Non, c'est le fait c'est par ce domaine-là. Bon, après, on avait déjà des gros clients auparavant, mais c'était des bonnes PME. Après, côté voiture, on avait Air France. On avait la Française des Jeux, on avait pas mal de boîtes. Mais avec Astraster, oui, on a accédé à des sacrés gros clients du CAC 40, des sacrés gros mastodontes. Malgré nous. Malgré nous, j'aimerais bien aussi. Hein. Mais du coup, comment est-ce qu'ils vous ont repéré ou c'est vous qui avez prospecté? On a fait simplement les bons partenariats. On s'est associé avec des partenaires, des gros je vais pas citer le nom, mais un gros prestataire français de services qui est assez bien positionné dans le pays, qui a vu l'opportunité avec cette plateforme-là et qui nous a aussi boosté et financé pour accélérer le développement de cette plateforme-là. Et on est parti main dans la main, en fait, ensemble, en synergie, pour chercher des marchés. Ok. Alors, pourquoi le Kenya? Alors, pourquoi le Kenya? Déjà, côté Astraster, le Kenya, ça concerne principalement la partie consulting. Aujourd'hui, le monde est grand, le monde se digitalise de plus en plus, et on peut avoir des ressources de partout dans le monde. Bon, déjà, c'est la première raison pour laquelle on a choisi le Kenya, parce que c'est l'Afrique. J'ai toujours eu l'envie de retourner sur le continent. Je pense que en tant qu'enfant de la diaspora, c'est un devoir pour tous, parce qu'il y a beaucoup de boulot encore ici, et que la Terre-Mère a besoin de cette diaspora pour pouvoir se reconstruire. Hein. Parce que ce qui est bien, c'est que l'avantage d'être de la diaspora, c'est qu'on est dans un paradigme qui est complètement différent. On a une vue plus subjective sur ce qui se passe sur le continent. On n'est pas enfermé dans une case avec bon, je sais pas, je vais pas être généraliste, mais on sait comment c'est en Occident. Et bon, pas commencer en Afrique, mais au moins on a la double culture le pouvoir d'achat aussi, qui fait qu'on aura plus de capacité à s'installer facilement. Et comment vous avez réussi à convaincre Pegasystem de vous suivre dans l'aventure kenyane?
simplement parce que c'est une technologie c'est une entreprise qui veut grow up, qui veut encore plus augmenter sa capacité de délivrer. Donc forcément, plus elle a de consultants, plus elle aura d'offres à fournir à ses clients. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont suivi et nous accompagnent. C'est vrai qu'en Afrique, en général, on parle beaucoup de la Silicon Savannah. Ouais. Est-ce que ça a influencé? C'est vrai qu'un pays comme le Kenya, c'est beaucoup plus rassurant. C'est un pays qui est, je crois que c'est la première puissance économique d'Afrique de l'Est. De l'Est, oui. C'est un pays qui est assez bien développé, avec les infras qui vont avec, que ce soit énergétique, Internet et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, on est dans un cadre qui est assez sain pour mener à bien ces types de travaux-là. Donc je pense que je sais qu'aux yeux des clients d'Occident ou autres, c'est un pays qui rassure plus que d'autres. Ok. Et le fait que ce soit un pays anglophone, est-ce que ça a joué aussi? Ça joue beaucoup aussi. Ça joue beaucoup. Après, Pega, c'est américain, donc forcément, ça suit. Mais ça joue beaucoup. Et les staffs locaux, les staffs d'ici au Kenya, est-ce que c'est principalement les Kenyans ou est-ce que c'est un mix? Là, j'ai quasiment que du Kenya. Après, j'ai quelques personnes j'ai une personne du Cameroun, j'ai un développeur du Rwanda, un développeur du Congo. Alors, dis-moi, tu as choisi le Kenya. Pourquoi? J'avais plusieurs choix. J'avais le choix entre le Ghana, entre le Rwanda et le Kenya. Le Ghana, c'était compliqué parce que ils demandaient énormément d'argent. Je crois que c'était $500,000 pour les étrangers pour ouvrir une boîte. Le Rwanda, c'est pour un peu d'autres sujets. Je ne vais pas trop les citer. Ouais. Mais j'ai évité. Oui. Et le Kenya, parce que c'était accessible financièrement. C'est facile de créer une boîte au Kenya quand on est étranger? Ça dépend, tu as plusieurs types de visas. Mais si tu as moins d'un certain âge, moins de 35 ans, je crois, faut $100,000 de capital en numéraire. Et après, tu as plusieurs mois de paperasse, 4 à 6 mois de paperasse pour avoir ton visa permit. Après, tu as d'autres types de visas que je ne connais pas vraiment. Tu as des visas investisseurs, tu as des visas dans des secteurs d'activité précis. Après, tu as un visa classe K, là, qui te demande, je crois qu'il faut que tu aies $24,000 par an à justifier, c'est ça? Et plus de 35 ans. Alors que tu payes 250,000 shillings à l'année, je ne comprends pas, c'est ça. Mais non, moi, je suis passé par la voie classique. D'investisseur. C'est ça, exactement. Et c'est plus simple, en fait. C'est beaucoup plus simple. Tu as ton visa permis de t'installer, tu peux ouvrir ton compte en banque, faire ce que tu veux, tu es tranquille. Et du coup, tu me disais que tu veux recruter une centaine de développeurs que tu vas former dans Pegasystems. C'est ça. Et je crois qu'ils vont venir de plusieurs pays du monde, pas uniquement du Kenya. Après, on va prioriser les locaux, forcément. Oui, c'est plus simple. Le but, c'est de créer des emplois ici. Après, bien sûr, on sera ouvert aux autres membres d'autres pays africains qui veulent s'installer ici. Et le but, c'est d'être un catalyseur sur la technologie Pegasystems en Afrique. Le premier catalyseur, vraiment le centre, le cœur. Mais du coup, comment est-ce que, là, par exemple, si un jeune développeur t'entend et qu'il sait qu'il est bon, comment est-ce qu'il postule? Tout ce qu'il a à faire, c'est postuler. Il peut faire une candidature spontanée sur LinkedIn d'Astraster. Ok. Et on va lui répondre simplement si son profil il est en adéquation avec nos attentes. Ok. Ouais. Le test se fait en ligne ou bien est-ce qu'il faut qu'il vienne au Kenya? Non, s'il est à distance, tout cela se fait en ligne. Il y aura beaucoup de tests. Il y aura un premier entretien avec les RH. Après, il y aura un entretien avec Adam, le Chief Technology Officer. Je perds mes mots en français maintenant. C'est le directeur de la technologie d'information. D'accord. Le CTO. Ensuite, il y aura un call avec moi directement pour voir si je valide ou pas. Et une fois que c'est validé, il va rentrer dans un processus de recrutement de 6 mois où il sera en gros formé sur la technologie, sur les certifications Pega. Ok. Mais là, c'est en ligne. Ou bien est-ce qu'il a besoin de venir physiquement? Alors là, c'est en ligne. C'est en ligne. Là, c'est en ligne. Il peut faire en ligne ou physiquement. S'il est au Kenya physiquement, s'il est à distance, il peut le faire en ligne. Mais du coup, s'il a notre boulot, est-ce que c'est un full-time job ou est-ce que... Par contre, pour être certifié Pega, il faut du full-time. Ok. Il faut être à 100% dessus. C'est une formation qui est très difficile, qui est réputée pour être très compliquée, avec un taux de réussite qui est assez bas. Ok. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce Graal. Donc, il faut qu'il s'y donne à 100%. Dans le cas où il réussit sa formation et tout, c'est quoi la suite? Est-ce qu'il est recruté directement? Quand il a la première certification, il doit passer une deuxième certification. Et ensuite, après cette deuxième certification, il doit passer une formation en soft skills.
On va le stimuler à fond et faire une simulation de projet sur 3 mois. Et ensuite, après ça, il va passer en shadow, en mission shadow chez un client. Ok. Et là, ça fait combien? Ça fait 9 mois en tout? Ça fait 6 à 9 mois. Ouais, ok. Tout dépend de son niveau. Ok. Et c'est dans le meilleur des cas, si tout se passe bien. Maintenant, il peut être recruté au Kenya ou il continue à travailler à distance? Mission shadow. Si le client est content, il passe en CDI. Ok. Mais en restant dans son pays d'origine, il n'a pas besoin de venir. Ok. Ah, il est obligé de venir au Kenya. Ok, ok. Là, il y aura un contrat kényan et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que les 100 postes à pourvoir vont être pour ceux qui sont retenus au Kenya? C'est ça, c'est au Kenya. Ok. Peu importe d'où tu viens, ce sera au Kenya. Il faudra être physiquement au Kenya. Mais les 6 ou 9 mois, c'est en ligne? Si tu es à l'étranger, c'est en ligne. Mais si tu es au Kenya, c'est au Kenya. Ok. Et tu peux nous rappeler comment ils peuvent faire pour postuler tous les techs qui nous regardent et qui veulent tenter leur chance? Contactez-nous sur LinkedIn, Emmanuel ou Adam ou Nols. On va mettre les liens en commentaire. Ok, très bien. Juste une question un peu pour davantage, pour qu'ils puissent se projeter, parce qu'il y a beaucoup qui veulent, qui voudraient, mais après qui se disent, est-ce que ça vaut le coup d'être à fond dans un projet, processus comme ça pendant 9 mois? C'est le temps d'avoir un bébé, hein, donc c'est quand même assez long. Il faut être sûr quand même des débouchés à l'issue de ce process-là. Ah oui, à partir du moment où nous on a des partenariats avec nos clients finaux qui prennent nos développeurs en fait en mission shadow par défaut. On a un quota par période trimestriel. Et s'il est dans le processus et qu'il y a aussi ses certifications, s'il y a les 2 certifications et qu'il y a aussi la partie soft skills après, post-certification, il est sûr et certain d'avoir son CDI. Mais du coup, CDI en chiffres, si on chiffre en euros ou en dollars, ça peut, juste pour avoir fait des projections, quoi, parce que quelqu'un va pas se casser comme ça, c'est pour avoir 1 000 € ou 1 500 €. Donc ça peut être quoi les... Ça dépend, ça dépend, parce que après 1 000 €, 1 500 €, c'est beaucoup pour un local. Ah oui, ça peut être beaucoup, mais c'est des bons salaires. Non, mais sauf que pendant 9 mois, il ne gagne rien. Ah oui, là, c'est un risque à prendre. Ouais, c'est pour ça que je dis quand même, si on se sacrifie pendant 9 mois, il faut qu'à l'issue de ces 9 mois-là, il puisse quand même... C'est vrai qu'on préfère rester discret sur le salaire. Juste une fourchette pour avoir... On est à, franchement, on a minimum 200 000 shillings par mois. Minimum, net. Ok. 200 000 Kenya shillings par mois, c'est à peu près 1 million de francs CFA, à peu près 1 500 €. Mais du coup, ça veut dire qu'il est pris en charge, il est logé, est-ce qu'il on peut lui fournir un logement de fonction s'il faut. Après, tout dépendra du profil. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a accès à ce genre d'avantages-là, mais normalement, ce sera à lui-même de trouver son logement. Après, au Kenya, trouver un logement c'est pas très cher, facile. Ouais. Mais du coup, c'est un très bon plan pour tous ceux qui sont dans la tech et qui veulent venir au Kenya. Ça peut être un tremplin. Donc, on mettra en commentaire les liens pour pouvoir contacter. Alors, Terence, avant de finir, j'aimerais quand même qu'on évoque Nairobi, Kenya, volet privé. Comment est-ce que tu t'es intégré? Est-ce que tu as des amis? Alors, on est tous Kenya, amis Kenya. Ah oui, des amis Kenya, j'en ai pas mal. J'en ai rencontré pas mal. Pas dans la tech, j'espère. Il y en a dans la tech, comme il y en a dans la finance, comme il y en a dans les events, comme il y en a dans beaucoup de secteurs d'activité. Et on a rencontré pas mal de personnes très formidables, avec qui on s'entend très bien, avec qui on se voit très souvent. Hebdomadairement, s'il faut, limite. Ah, ok. Personnellement, je me suis assez bien installé ici. Après, j'avais des facilités parce que j'avais de la trésorerie de côté, j'étais déjà bien établi socialement et financièrement. Donc, ce qui a facilité mon installation ici. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne, faut pas se presser, se précipiter. Ça reste l'Afrique. C'est pas l'Europe. Ici, en cas de souci, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de chômage, je ne sais quoi. Il faut vraiment être très très sage avant de vouloir mettre un pied à l'Afrique. Il faut être très solidifié derrière. Limite avoir de l'argent qui tourne en Europe ou autre avant de s'installer ici. Faut pas... Après, on peut prendre des risques. Il faut toujours prendre des risques, mais il faut le faire très sagement. Okay. C'est pas un continent qui est aussi facile que ça à aborder. Les gens, ils sont souvent très utopiques parce que ils se projettent facilement, mais il y a des réalités. Il faut être très très sage et très très mature. Et en termes de qualité de vie? Ah mais là, il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien à envier à l'Europe. Carrément? Ouais, il n'y a rien à envier à l'Europe. Tu vis très bien, tu manges très bien, tu manges bio même s'il faut. Les classes sont très sympas. Les écoles sont... Rien à dire. Ouais. Il y a toutes les écoles qu'il faut, que ce soit dans le privé ou dans toutes sortes de domaines qu'on veut. Il y a tout ce qu'il faut. Même au niveau des études supérieures, je pense qu'il y a des bonnes universités. Il y a de bonnes universités, oui. Il y a de très bonnes universités. Les infrastructures sont très bonnes, très très bonnes. Même s'il y a encore des choses à faire, mais par rapport à ce qu'on voit
en général dans l'Afrique. On est très bien placé au Kenya. Le climat, rien à dire. Comme je dis, c'est le climat selon Dieu. La journée, tu peux mettre ton t-shirt, ta chemise, le soir, tu peux placer ta veste. Voilà, si tu aimes bien un peu être stylé. Non, franchement, il y a ce qu'il faut. Donc, il n'y a rien qui te manque par rapport à ta vie d'avant en Europe? Non, non, franchement, je suis. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, quand je vais en France, je redécouvre la France. La France, ça reste mon pays de cœur. C'est mon pays de cœur, c'est là où je suis né, c'est là où je veux être enterré le jour où je quitterai ce monde. Ah, carrément. Ah, c'est mon pays. Hein. Ouais. J'aime l'Afrique. C'est la terre de mes ancêtres. Mais je suis né en France. D'accord. La France, c'est ma terre. C'est même pas négociable. Ça, c'est le pays selon mon cœur. Voilà. Et ma vie, mais je sais que j'aimerais finir ma vie ici. Mais après, on te renvoie, on retourne là-bas, c'est ça. Faut pas être utopique. Hein. C'est très bien d'aimer l'Afrique et autres, mais c'est l'appel du sol. D'accord. Voilà. L'appel du sol. Donc, même pour les enfants, ça s'est super bien passé. Pour madame aussi, qui est très contente aussi d'être ici. Donc, je suis... Et en termes de maison, je dis d'immobilier, est-ce que c'est... ça. C'est vrai que ta maison, elle est super grande, le jardin, on a essayé de faire le tour, mais on n'a pas pu faire tout le tour, parce qu'on a fait juste la moitié, juste pour vous donner un peu une idée, quoi. Donc, ça donne un petit aperçu quand même. Et après, au niveau immobilier, on peut se faire bien plaisir. Et si tu compares le niveau de vie, en termes de, je sais pas, location à superficie égale, standing égal, est-ce que c'est plus cher ici ou pas? Ce serait peut-être 20-30%. Ça dépend où tu es, mais si tu es en plein centre-ville et que tu prends un appart à Westland, tu as de bons loyers. À $2000, $2500, $1500, ça dépend si tu es dans la UN Zone ou pas. Mais tu as des bons loyers. Mais ce qui est bien, c'est que ces appartements-là, que ce soit en off-plan ou à l'achat, ils sont beaucoup moins chers que ce qu'on trouve en France ou dans d'autres grandes capitales européennes. Donc forcément, le taux de rendement, il est incroyable. Ça veut dire que même en termes d'investissement, ça peut être aussi une belle niche. Oui, les yeux fermés. Les yeux fermés. Ah oui, le marché, il est très très bon. Il est assez bien stimulé. Je pense qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. J'ai des amis qui sont déjà dans l'immobilier. J'ai mon amie Isabelle aussi qui est dans l'immobilier, qui s'en sort très très bien. J'ai ma femme qui commence aussi à mettre un pied dedans. Et je pense que il y a vraiment de quoi faire. Au niveau immobilier ici, franchement, les gens ne connaissent pas, c'est normal. Oui. Les gens sont obsédés par la Côte d'Ivoire, par le Sénégal, voilà, on sait très bien. Mais l'Afrique est grande. Hein. L'Afrique est très grande. L'Afrique est multiple. Et partout en Afrique, c'est chez moi. Voilà. Alors, est-ce que tu as un mot pour la fin? Tu aimerais conclure cet entretien? Écoutez, venez en Afrique. Ça, en tant que personne de la diaspora, c'est hyper important parce que l'Afrique a besoin de votre capital intellectuel, de vos finances, de votre mindset. La jeunesse africaine locale aussi a besoin de vous. Elle a besoin d'emploi, elle a besoin de travail. On a besoin de futurs leaders pour pouvoir stimuler le marché africain et redonner un second souffle au continent petit à petit. C'est vrai que c'est un long chemin, mais les petits pas font les grands. C'est ça. Commençons par faire le premier pas. Merci Terence pour ton temps, parce que je sais qu'il coûte cher. Donc je me suis enrichie aujourd'hui en ta présence. Merci beaucoup. Avec plaisir. N'hésitez pas à envoyer en commentaire vos questions. Il y aura les liens pour pouvoir contacter Terence. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, parce que je pense que beaucoup gagneraient à écouter cet échange qui a été riche et intense. À bientôt. Abonnez-vous.